Bienvenue à l'ombre des murailles, un jeu de Marcus et Inka Brandt, les créateurs de Descendance. Donc plutôt un bon point. C'est un jeu dans lequel nous sommes dans un château et nous sommes des bâtisseurs qui allons construire des bâtiments dans le château. Les bâtiments qui sont ces tuiles qui sont ici au-dessus du château. Donc nous allons construire des bâtiments et gagner des points de victoire grâce à ces bâtiments. Des points de victoire qui vont être comptés au fur et à mesure sur cette piste de score. Et en fin de partie, nous allons placer au fur et à mesure des assistants, qui sont ces petits bonhommes de couleur. Chaque joueur a sa couleur. Et on va placer les assistants sur la ville qui vont nous rapporter des points en fin de partie. Donc voilà, deux manières de gagner des points au cours de la partie. Le jeu se présente comme ça, donc avec un château et des murailles, donc qui donne le nom au jeu, un nom pas forcément très bien trouvé. Les bâtiments sont à placer en début de partie. Il y a des encoches pour bien placer les bâtiments, il y a des petites encoches, donc on peut placer les bâtiments à ce niveau-là, et ça se voit bien. Bon, c'est un peu fastidieux, mais ça se fait bien. Ici nous avons des ressources, donc le sable, le bois, l'argile, la pierre, donc du classique de construction, et des ressources en forme de lingots qui sont de l'argent. Donc ici chacune sur sa charrette, et les lingots qui sont les lingots d'argent sur le cheval, le cavalier. Et ici nous avons ici la tour de garde. La tour de garde est un lieu dans lequel on pose chacune une ressource de chaque type. Voilà. Donc cette tour de garde qui est ici. Voilà. Et enfin, au début de la partie nous avons un décompte de tours ici. Au début de la partie on met les pièces, une pièce de 1 sur tous les points en fait du décompte de tours, sachant qu'à 4 joueurs on s'arrête à 12, à 3 joueurs on va jusqu'à 15, à 2 joueurs on va jusqu'à 12 aussi. Je ne parlerai absolument pas de la version 2 joueurs lors de cette explication de règles, et je ne parlerai pas du plateau hiver, car derrière ce plateau qui est un plateau été, nous avons un plateau hiver qui est assez joli aussi, et ça donne un peu plus de choses dans ce jeu là. Donc comme vous l'avez vu, il y a de l'argent, donc ce sont des thalers, on va dire argent pour l'explication de la partie, mais ce sont des thalers. Je ne sais pas où ils sont allés chercher ce type de nom. D'ailleurs ils auraient pu carrément inventer, au lieu de mettre comme titre à l'ombre des murailles, ils auraient pu inventer le château de je ne sais quel pays où il y a eu un temps médiéval, et donner la monnaie existante à cette époque. Ça aurait été un peu plus classe que à l'ombre des murailles, qui est un titre un peu bateau pour un jeu comme ça. Chaque joueur reçoit 3 pièces, du sable et du bois, plus ses assistants, donc 6 assistants à 3 et 4 joueurs. Le 7ème c'est pour 2 joueurs, et un paquet de cartes correspondant à sa couleur. Donc si je suis jaune, je prends le paquet de cartes de jaune. Le paquet de cartes a 8 personnages, on a tous les mêmes, donc ils sont là, et une aide de jeu qui est franchement très pratique. Voilà. Nous avons aussi des cartes comme ça, qui sont des cartes qui servent pour la version hiver. Regardez, il y a un arbre avec de la neige, donc c'est la version hiver. Ça, c'est ma carte mémoire, donc elle sert à rien ici. Et voilà, donc on est prêt pour jouer. Voici, juste ça, c'est pour désigner le premier joueur qui est désigné complètement au hasard au début de la partie. Donc, comment on joue ? On joue en fait, alors déjà, on étudie, non, on va jouer, on va apprendre comment jouer. Oui, donc c'est... Donc, comment on joue ? Eh bien, on joue grâce aux cartes qui sont ici. À partir du premier, non, tous les joueurs, mais on va désigner quand même un premier joueur. Le premier joueur, avant de commencer, il prend la pièce qui correspond au tour de jeu dans lequel il est. Donc en fait ça fait un décompte, et le premier joueur récupère la pièce. Parce que a priori c'est assez défavorable d'être premier joueur. J'ai pas trop compris encore pourquoi. Donc voilà, et chaque joueur, tous les joueurs vont choisir un des 8 personnages qui sont ici. Dans sa main, il choisit face cachée comme ça. Donc tous les joueurs font ça, et on les découvre en même temps. Et à partir de là, une fois que tout le monde a choisi, on découvre la carte et on regarde ce qui se passe.
on applique les actions des personnages, puis une fois que les actions des personnages ont été effectuées, on passe au deuxième tour, puis au troisième tour, et ainsi de suite. Au deuxième tour, le premier joueur change de main, donc si c'est moi, on passe au joueur qui est à ma gauche, dans le sens horaire, comme d'habitude, et le premier joueur récupère une pièce, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est 12 tours à 4 joueurs, et 15 tours à 3 joueurs. Donc ça se passe plutôt bien, ça se fait bien. Maintenant, je vais décrire les personnages, et une fois que je vais avoir décrit les personnages, vous saurez comment on joue à peu près. Et après, il y aura une description des lieux qui sont ici, des quelques lieux qui sont ici, qui méritent d'avoir une description. Voilà, tous en fait. Donc, les personnages. Alors, pour ça, je vais prendre la carte des rôles. La carte d'aide. Donc ici, vous avez une carte d'aide qui sont ici. Vous voyez ici, il y a le nom des personnages. Entre le 1 messager et le 8, le 6 l'architecte. Nous avons les personnages et l'ordre dans lequel ils vont être en fait appelés. Donc on va jouer en premier le messager, 2 le marchand, 3 le maçon. La mise en place, poser les ressources sur les ouvriers, je le ferai en même temps que les ouvriers, comme ça sera fait rapidement. Rapide. Alors, d'abord le messager. Bien sûr, j'ai pas prévu, mais je suis tombé sur la bonne. Le messager, c'est facile, c'est le numéro 1. Le messager, tu gagnes facilement 8 pièces. Tout simplement. Tu joues le messager, tu gagnes directement 8 pièces, c'est tout. Voilà, c'est facile. Voilà. Donc quand tu as joué le messager, tu gagnes de l'argent. Le deuxième, c'est le marchand. Le marchand, c'est peut-être la carte la plus compliquée. Donc il faut... Alors c'est pas compliqué, il y a des trucs compliqués avec le marchand. Alors déjà, le marchand, son rôle au marchand, c'est de placer un de ses assistants. Vous voyez, regardez, il y a des assistants, hop, ils vont arriver. Voilà, bonjour les assistants. Il faut placer un de ses assistants sur une des cases libres de la partie charrette. Un assistant au niveau des charrettes, puisque c'est des marchands de ressources. La case libre, elle se voit ici, c'est ce qui est quadrillé par des petites fioritures. Donc je le place ici, et c'est tout. Voilà. C'est ce qui se passe globalement. Une fois que tous les marchands ont joué, donc imaginons, si je suis tout seul, je pose mon assistant, et c'est bon. Mais s'il y a plusieurs marchands, tous les marchands vont poser un bonhomme. Donc par exemple, moi j'ai posé mon bonhomme jaune, et le rouge a joué aussi un marchand, et il pose un bonhomme rouge ici sur le bois. Voilà. Une fois que tous les marchands ont posé, on va récupérer tous les marchands qui sont placés vont récupérer les ressources qu'ils peuvent récupérer. C'est marqué ici, regardez. Celui qui va être là, alors je vais mettre un vert. Celui qui va être là va récupérer 4 sacs de sable. Celui qui va être là va récupérer 3 bois, 2 argiles, 2 pierres. Tout le monde gagne. C'est-à-dire que si on était dans cette configuration où moi je pose avec le jaune et le rouge pose avec le marron, mais le vert était déjà là, à la fin des tours du marchand, tout le monde gagne la ressource. C'est-à-dire le vert il gagne aussi. D'accord ? Et pareil s'il y avait de la pierre. Voilà. Donc on gagne les ressources. Que se passe-t-il si, par exemple, j'ai envie de me placer et il n'y a plus de place? J'ai 2 choix. Soit j'en dégage un. Par exemple, je suis jaune, j'ai envie de dégager celui-là. Je le dégage. Et c'est mon action. C'est-à-dire, j'ai dégagé le rouge. C'est l'action que j'effectue. Et après, bien sûr, on rebelote, on fait les marchands. Soit, je peux placer un bonhomme au niveau du cavalier. Quand les 4 sont ici, je peux placer un bonhomme sur le cavalier et récupérer... Alors, il est où la place du bonhomme? Je l'ai perdu. Voilà, c'est là. Et récupérer 2 argent. 2 lingots d'argent. C'est le seul moyen pour aller ici. C'est quand les 4 ont été utilisés et que je joue le marchand pour placer un assistant. Les 4 doivent être remplis. Hein. Absolument. Sinon, je suis obligé d'aller de remplir un des trous. Donc quand les 4 sont remplis, j'ai 2 choix. Soit je dégage quelqu'un, soit je pose mon assistant. Si les 5 sont remplis et que je joue le marchand, je peux dégager quelqu'un. Mais je peux aussi ne rien faire. Je peux ne pas mettre d'assistant, mais quand même récupérer les ressources nécessaires. Donc, c'est assez mal décrit dans la règle. Donc, peut-être que je raconte des grosses conneries. Mais a priori, c'est ça. D'après ce qu'on a compris en jouant. Une fois
qu'on a récupéré notre dû, on doit payer une sorte de taxe à la tour de guet. À la tour de guet qui est là, tour de garde. Donc on doit payer 1 de la ressource qu'on a récupérée. Exemple. Moi je suis jaune, je récupère 2 argiles, 2 pierres, argent. Je dois un argile, un argent à la tour de guet. C'est carrément l'arnaque. Hein. Donc là, je me fais arnaquer. Pourquoi ils ont fait un truc comme ça, qui semble un peu l'arnaque? Pourquoi directement on donne pas... y a quelqu'un qui prend ici, on donne directement. On en prend qu'un et on donne directement. Parce qu'il y a une sorte de limitation des ressources. C'est-à-dire que si, par exemple, je joue le marchand et je gagne une seule argile parce qu'il ne reste plus qu'un seul argile, bah c'est cette argile que je dois à la tour de guet. Et si je suis là et qu'il y a 0 argile, je suis obligé de donner un argile de ma pomme. Et oui, c'est dégueulasse. Donc la taxe est obligée d'être payée par le marchand. Dès qu'on est quelque part ici, on est obligé de payer la taxe. Donc ça permet de récupérer les ressources, mais il y a une petite taxe à payer au niveau de la tour de guet. Voilà pour le marchand. Une fois qu'on a joué tous les marchands, c'est ce qu'il y a de plus long, quasiment les marchands, parce que c'est... bon, non, c'est pas vrai. Mais tout on joue. On peut jouer une des 5 cartes de construction. Donc les cartes qui restent en fait, sur les cartes qui restent, sur les 6 qui restent, il y a 5 cartes de construction qui sont ici. Et en fait, c'est toutes les cartes sauf l'architecte. Donc nous avons le maçon, le tailleur et les 3 ouvriers. Puisqu'il y a 3 ouvriers. Il n'y en a pas 1, il n'y en a pas 2, il y en a 3. Ces cartes-là permettent de construire des bâtiments. Donc on va voir tout de suite comment on construit les bâtiments. Et voilà. Et comme ça, après, on décrira les 3 cartes. Les bâtiments. Regardez comment ils sont formés. Alors, je vous montre la grande porte, qui est un exemple typique de bâtiment. Sachant qu'il y a des bâtiments où il y a une place ici. Vous voyez, un petit numéro gris là. Cette place, elle n'est pas dans tous les bâtiments. Regardez, là, elle n'y est pas, là, elle n'y est pas, là, elle n'y est pas dans les maisons. Là. C'est une place pour un assistant, pour plus tard, pour après. J'expliquerai après le rôle de l'assistant plus tard. Donc, comment on construit ce bâtiment? Vous avez des numéros. Ça, pour construire, c'est inutile. Ce qu'il faut comprendre, c'est en haut. C'est ce nombre-là, en fait. Celui qui est 18, là, et ici, qui est nombre 8. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre pour construire. Pour construire, il faut utiliser 18 points ressources de 3 types différents. Exactement 18 points ressources de 3 types différents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Ce charabia, on le comprend un peu mieux quand on va regarder cette carte-là. Regardez, nous avons ici le prix des ressources, le coût, en fait, ce que rapportent les ressources. Un sac de sable vaut 1, un bois vaut 2, l'argile 4, la pierre 5. Vous voyez, il n'y a pas de 3. Hein. Et la pierre, en fait, c'est l'argent, c'est un joker qui remplace une des 4 ressources. Pour faire 18, avec 3 ressources différentes, bah, par exemple, je peux faire 2 argiles, ça fait 8. 2 argiles qui font 8. Si je faisais par exemple 2 pierres, ça marche pas. Parce que là, ça fait 10 et 8, 18. Oui, c'est bien, bravo. Sauf qu'il faut avoir 3 ressources différentes. Chose qu'on a oublié d'ailleurs dans une de nos parties. Donc, par exemple, si je prends, au lieu de prendre un argile, je prends 2 bois, j'ai bien 18. J'ai 5 plus 5, 10, plus 4, 14, plus 2 fois 4, 2 fois 2, 4, donc ça fait plus 4, 14 plus 4, 18. Donc, j'ai exactement 18 avec 3 ressources différentes, donc je peux payer cette grande porte. Voilà. Je la paye. Ça sert à rien de garder à côté de soi ça. Hein, c'est une construction pour le bien commun de la cité. Mais bon, si on a envie de le garder comme ça pour souvenir en disant j'ai construit la grande porte, on peut le garder, mais globalement ça sert à rien. Donc voilà. Voilà pour construire. Il faut, je répète, allez exactement, si j'avais 19 par exemple, si j'avais ça, je peux pas faire ça par exemple. Ça je peux pas. Là je suis à 19. Hop, et alors il faut pas les prendre directement les charrettes, hein, il faut les prendre de son jeu, mais bon, parce que pour l'explication.
Là j'ai 19. J'ai mis le sac de sable pour dire hey, regardez les gars, j'ai 3 ressources différentes, mais en fait ça marche pas. Ça marche pas ce truc là, parce que j'ai 19. Bien sûr on peut payer aussi avec 4 ressources différentes, ça c'est possible. Et si jamais il me manque quelque chose, et ben je peux utiliser mon argent, qui est là, je peux utiliser pour remplacer une autre ressource. Mais il remplace une ressource déjà qui existe sur les charrettes, et il faut le remplacer physiquement, c'est-à-dire que je remplace physiquement avec une autre ressource, ce qui peut être utile pour savoir s'il y en a 3 différentes ou pas. Donc par exemple là, moi j'aurais besoin 10 et 4, 14 et 1, 15, j'aurais besoin d'un truc de 3. Il n'y en a pas, donc c'est pourri. Donc imaginons, j'ai plutôt ça. Là je suis à 16, je peux remplacer mon argent par du bois. C'est du gâchis, mais c'est comme ça. L'argent qui a été utilisé, on le met ici, dans la forge. Voilà, on le voit ici, il y a de l'argent. Voilà, la forge qui est ici. Tous les argents qui ont été utilisés, on les met là. Tous ceux qui ont été modifiés. Le reste des ressources, on les repose sur les charrettes. Elles vont être réutilisées. Elles peuvent être réutilisées plus tard. Voilà. Donc j'ai construit mon bâtiment. Maintenant, en fonction des rôles que je vais utiliser, je vais gagner plus des choses différentes. Donc c'est ça que chaque rôle change. C'est que non, c'est pas que ça. Le rôle change par rapport à ça. En tout cas, tous les rôles, tous, je vérifie, mais tous les rôles proposent une fois qu'on a construit de placer un assistant. On le place sur un des cercles apparents. Pas sur les cercles bleus, sur les cercles marrons qui sont devenus apparents parce qu'on a construit les constructions. Les cercles bleus ici sur les petites cases, ça sert à indiquer ce qui se cache derrière cette grande case. Comment je place mon assistant ? C'est très très simple. Là par contre, je choisis où je place mon assistant. Donc je choisis par exemple de le placer ici et je paye la somme qui est indiquée ici. Donc là c'est marqué 10, donc je paye 10 pour me placer ici. Pour me placer ici, je paye 6, 10 et ainsi de suite. Ainsi de suite dans tout le plateau. Sachant que chaque rôle de construction permet de placer 2 assistants. Pas un, mais 2. Donc j'ai le droit de placer 2 assistants. Et pour ça, il faut du pognon. Et pour avoir du pognon, vous allez galérer. Parce que c'est dur d'avoir de l'argent dans ce jeu. Donc voilà. Donc j'ai le droit de placer, pour chacun des rôles, j'ai le droit de construire et de placer des assistants. Ça, c'est commun à tous les rôles. Aux 5. Donc construction de 2 bâtiments. On a le droit de construire jusqu'à 2 bâtiments. Et je viens de dire une grosse boulette. C'est pas vrai. On peut construire 2 bâtiments avec tous les rôles. Sauf qu'il n'y a que le tailleur et le maçon qui placent des assistants. Les ouvriers ne placent pas d'assistants. Attention, alerte, gros boulet, grosse erreur. Donc les ouvriers ne placent pas d'assistants. Les ouvriers ne font que construire. Ils ne sont pas là pour placer des assistants non plus. Voilà. Donc pas d'assistants chez les ouvriers, seulement chez le tailleur et le maçon. La boulette. Ok. Maintenant, on va expliquer ce que font ces 5 cartes, sachant que ce qui change, c'est comment on récupère des ressources, parce que chacune de ces 5 cartes permet de récupérer ou pas des ressources, et que gagne-t-on quand on construit un bâtiment. On va prendre l'exemple de cette grande tour, de cette grande porte. Alors, le maçon. Faisons le maçon pour commencer. Le maçon, regardez, alors, on a les 3 choses. On a comment il récupère les ressources, ce qu'il construit et ce que ça rapporte, et le fait de placer 2 assistants. Voilà ce qui est écrit ici. Alors, le maçon. Le maçon, il récupère dans la tour de garde une ressource, un type de ressource, pas une ressource, un type de ressource. Par exemple, il peut récupérer toutes les pierres, tous les argiles, tout l'argent, tous les sacs de sable et ainsi de suite. Donc s'il y a 5 argiles, il récupère les 5 argiles. Il récupère toutes les 5. Bon, qu'un seul type, mais il récupère quand même pas mal de choses. Donc voilà, ça c'est le rôle du maçon. C'est assez énorme. Par contre, le gain du maçon n'est pas énorme, puisque quand je construis quelque chose de ce type-là,
Eh ben, on regarde en fait avec quoi je l'ai construit. Tout à l'heure, rappelez-vous, je l'ai construit avec ça. Et ben, je compte le nombre de ressources que j'ai utilisées. 1, 2, 3, 4, 5. Et je gagne 5 argent. Voilà, tout simplement. Si j'avais utilisé 6 ressources, si par exemple au lieu d'avoir utilisé cette pierre-là, j'avais utilisé 5 sables, hein, c'est possible, hein, parce que c'est 3 au maximum, mais je peux utiliser 4 ressources. Si j'avais utilisé ça, ben là j'aurais gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 9 argent. D'où les sacs de sable qui sont pas mal. Voilà. Donc c'est ça, le maçon il fait gagner de l'argent en fait. C'est juste ça, il fait gagner de l'argent. Et il fait pas gagner des points de victoire. Voilà. Le maçon c'est le numéro 3. C'est celui qui joue en numéro 3 après le marchand. Celui qui joue en numéro 4, c'est le tailleur. Mais pour expliquer le tailleur, il faut que j'explique les ouvriers. Enfin, il faut que j'explique en fait ce que gagnent les ouvriers. Et après, j'aurais expliqué en fait les ouvriers. Mais c'est assez simple, vous allez voir. L'ouvrier, en fait, il gagne les ressources qui sont indiquées. Donc ici, il gagne un argent et de bois. Un argile et de sable. C'est des valeurs de 6. Hein. Ça, c'est une valeur de 6. Et là, c'est aussi c'est potentiellement beaucoup plus d'ailleurs qu'une valeur de 6. Celle-là, elle est nulle en fait. Voilà. Je dis n'importe quoi avec mes valeurs de 6. Et celui-là, c'est une pierre et 2 ressources au choix, sachant que ça ne peut pas être une pierre et ça ne peut pas être de l'argent. Donc ça peut... Généralement, on prend une pierre et 2 argiles. C'est globalement ce qu'on prend parce que c'est ce qui rapporte le plus. Mais ça peut être autre chose. Voilà. Donc les ouvriers, ils jouent en avant-dernière position, en 5e position, juste avant l'architecte. Mais avant que eux ils jouent, alors déjà, lui, il doit choisir ses ressources en début de manche. Hein. Mais avant que eux y jouent, il y a quelqu'un qui va venir. C'est le tailleur. Le tailleur, c'est un rat. Le tailleur, c'est un rat puisqu'il peut piquer les ressources qui sont ici. Alors, pas beaucoup. Hein. Une ressource par joueur qui a joué un ouvrier. Mais par exemple, si les 3 autres joueurs ont joué à 4, il y en a un qui a joué tailleur et les 3 joueurs autres ont joué ouvrier, eh bien, il peut piquer une ressource dans chaque. Bon, par contre, il paye la ressource. Il la paye 1 thaler, puisque c'est ça l'argent. Il paye 1 argent pour piquer une des ressources qui sont ici. Bon, c'est un rat et les ouvriers n'aiment pas les tailleurs. Si par contre il n'y a pas d'ouvrier en jeu quand lui il joue le tailleur, ben, il gagne que dalle. Donc c'est un peu risqué. Par contre, le gain du tailleur est énorme puisque le tailleur gagne le nombre de points de victoire qui est indiqué ici, à côté de la couronne. Donc là, c'est 10 points de victoire d'un coup. Donc c'est quand même la classe. Voilà pour le tailleur. Les ouvriers, eux, ils peuvent juste récupérer leurs ressources et payer, et ils reçoivent eux aussi des points de victoire, mais ce sont que de simples ouvriers. Hein. Nous sommes dans le temps médiéval et déjà ils sont payés, c'est déjà pas mal. Ils gagnent pas 10 points de victoire, mais la moitié, 5 points de victoire. Donc les ouvriers gagnent que la moitié des points de victoire. Donc vous allez voir qu'il y a des bâtiments, en fait, si on fait le ratio entre nombre de points de construction par rapport au nombre de points gagnés, il y a des bâtiments qui sont plus valables que d'autres. Par exemple, là, c'est pas du tout valable, c'est quasiment un ratio de 18 sur 10, c'est 10 points pour 18 ressources, c'est quand même pas terrible. Il y en a qui sont beaucoup mieux. Mais vous allez voir au fur et à mesure. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, donc le tailleur il joue et les ouvriers jouent. N'oubliez pas de poser les assistants si vous pouvez. Ah oui, autre chose. Pour les 2 cartes qui posent des assistants, autant dire cette petite remarque tout de suite. Pour les 2 cartes qui jouent qui peuvent poser des assistants, donc nous avons donc le maçon qui est ici et le tailleur. Alors, plusieurs choses. On peut récupérer un assistant qui était ici et le mettre dans la ville. Ça, c'est possible. Par exemple, j'ai joué le tailleur, j'ai construit quelque chose, je peux poser mon assistant qui était ici dans la ville directement. Voilà, ça c'est possible. Et de plus, ce qui est obligatoire, c'est pour poser un assistant, on est obligé d'avoir construit. Si on n'a pas construit,
Si on n'a pas réussi à construire, par exemple, parce qu'on n'avait pas exemple de choses qu'on ne peut pas construire, c'est j'ai joué mon tailleur et je me suis fait arnaquer parce qu'il n'y avait aucun ouvrier, donc j'ai pas piqué de ressources alors que j'avais prévu d'en piquer. Voilà, donc là clairement c'est je ne peux pas utiliser mon tailleur, donc je ne peux pas construire et donc je ne peux pas passer un assistant, donc c'est un coup dans l'eau. Voilà pour les constructions, il me semble n'avoir rien oublié. Bien sûr, on peut poser des assistants qui ont été dégagés du marché, des charrettes. Quand elles sont dégagées, on les récupère ici, on peut relancer, on peut les renvoyer. Ok, donc voilà pour la construction. On joue tous ces rôles dans l'ordre. C'est le premier joueur qui commence et la suite. Enfin, on fait d'abord dans l'ordre de numérotation des rôles, et si en cas d'égalité de numérotation, par exemple s'il y a 3 ouvriers, c'est d'abord le premier joueur, ensuite le joueur suivant et le joueur suivant. Enfin bref, en cas d'égalité, c'est les joueurs qui passent, qui font. Et la dernière carte, c'est l'architecte. L'architecte, c'est encore plus un rat que le tailleur. Mais il fait pas de mal, l'architecte. Il se gave. Alors, l'architecte, il a 2 rôles. Un rôle qui est primordial dans le jeu, c'est récupérer toutes les cartes dans la main. Puisque une fois que les cartes sont jouées, bien sûr, on peut pas les utiliser. Donc, inutile de penser à faire le tailleur 3 fois de suite. Ça, c'est pas possible. Donc, l'architecte permet de récupérer toutes les cartes. Sachant qu'on n'a pas le droit de jouer l'architecte si on a toutes les cartes en main. Si on a toutes les cartes en main, on est obligé de jouer. Il y a un autre rôle que l'architecte. Donc au premier tour, par exemple, tu n'auras pas d'architecte. Ça, c'est pas possible. Donc il récupère toutes les cartes en main, puis ensuite il gagne 5 points de victoire par construction effectuée durant ce tour. C'est-à-dire que à 3 joueurs, si les 2 autres joueurs ont construit chacun 2 bâtiments chacun, ça fait 2 x 2, ça fait 4 bâtiments qui ont été construits, et donc 5 points par bâtiment construit, ça fait 20 points. Donc l'architecte, il peut se gaver en fonction de ce que vont faire les autres, et les autres peuvent se restreindre à construire si y a un architecte de lancer. Et oui, parce que du coup, ça vaut pas le coup de donner des points. Voilà pour l'architecte. Donc l'architecte, c'est l'avantage de l'architecte surtout, c'est de récupérer toutes les cartes. Donc il y a forcément des architectes qui vont être joués, parce qu'on est obligé de récupérer les cartes. Voilà. Bon allez, on arrive donc à la fin du jeu. Les 12 ou 15 tours se sont passés, et nous nous retrouvons avec des bâtiments qui ont été construits. Donc quand les bâtiments sont construits, on enlève la petite tuile et on voit bien autour les bâtiments qui sont construits. Voilà. Et en fin de partie, une fois qu'on a construit tous les bâtiments, je rappelle les modes de construction du bâtiment. On doit payer la petite somme qui est ici avec les ressources valant chacune des valeurs, avec deux conditions plutôt, jouer une carte qui permet la construction, donc il y en a 5, et surtout utiliser 3 types de ressources différents. Une fois qu'on les a construits, ces tuiles-là, on peut les mettre de côté. Celui qui construit n'est pas forcément celui qui va profiter du pouvoir du bâtiment. D'accord ? Ça, c'est vraiment important à comprendre. Celui qui va profiter du pouvoir du bâtiment, c'est celui qui va poser les assistants sur les petites tuiles rouges. Voilà. Donc, les tuiles rouges, chaque bâtiment va avoir un rôle un peu spécial. Donc, c'est ça que je vais décrire maintenant. Mais il n'empêche que celui qui construit le bâtiment peut placer directement un assistant. Donc du coup, peut-être qu'il est avantagé par rapport à ça. Donc je vais les montrer, mais avec les tuiles en fait. Parce que ça va être plus simple à voir en vidéo avec les tuiles. Donc c'est pour ça que j'enlève pas les tuiles. On va y aller bâtiment par bâtiment, tranquillement. Il y en a surtout 5 à décrire. Il y en a un, mais les deux vont ensemble. Non, 6. Un autre, et un autre. Il y en a 6 au total, plus ceux-là. La forge et le marché. Donc ça fait 8 bâtiments. Donc il va falloir que j'avance un peu plus. Donc, c'est parti. Pour la porte. Alors, il y a la grande porte et la petite porte qui est là. Donc, c'est 2 portes qui sont assez équivalentes, qui ont à peu près le même pouvoir. Il y en a une qui est plus puissante que l'autre. La grande porte est plus puissante que l'autre. Si quelqu'un pose un assistant ici et donc paye 10, donc ici, il le pose, du coup, il pose assistant sur le cercle marron. À la fin de la partie,
toute tour, regardez, toute tour qui a été construite à la fin de la partie lui rapporte 2 points de victoire. 2 couronnes, 2 points de victoire. Ici, c'est toute tour rapporte 1 point de victoire. Donc, à la fin de la partie, on regarde le nombre de tours qui ont été construits. Donc, les tours, c'est celle-là. Il y en a quelques-unes. On regarde le nombre de tours qui ont été construites. Et puis, en fonction du nombre de tours, on gagne un nombre de points de victoire qui est défini par le nombre de tours. Donc, si toutes les tours ont été construites, on gagne le nombre de points de toutes les tours qu'il y a dans le jeu. Il y en a 9. Donc, voilà. Voilà pour les 2 portes. Donc bien sûr, ça peut être évidemment le même joueur qui va ici, qui va ici. Et le joueur qui se pose en assistant va essayer de construire les tours par rapport aux autres joueurs qui, eux, ne sont pas intéressés par la construction de tours, sauf pour gagner les points de victoire qui correspondent. Ce qui peut être le cas. Dans le même genre, il y a les écuries. Les écuries, c'est la même chose que la porte. Sauf que ici, en fait, c'est les maisons qui rapportent des points de victoire. Donc 3 points de victoire pour les maisons, ou 2 points de victoire si on paye un peu moins, ou pour un deuxième joueur. Les maisons, c'est ces 6 là, il y en a 6 au total, et elles sont posées ici. Donc voilà, ça c'est les maisons. C'est les maisons qui rapportent en fin de partie. Une maison, 3 points de victoire. Voilà. Hop, on va faire ça. Ici. En fait, ici, c'est le nombre d'assistants qui sont placés sur le terrain dans la ville. Pas des assistants qui sont ici. Ceux-là, ils comptent pas. Le nombre d'assistants qui sont placés dans la ville. Donc, un assistant égale 1 point de victoire si on se met ici. 2 assistants pour 1 point de victoire si on se met là. Donc, le double, seulement la moitié d'assistants. Arrondi à l'inférieur, bien évidemment. Une paire d'assistants vaut 1 point de victoire. On s'en moque des couleurs. Voilà, donc ça joue sur les assistants. Le nombre d'assistants présents dans le jeu. Ensuite, nous avons la tour. Ou le donjon. Le donjon, c'est le nombre... Regardez, alors là, il faut comprendre le symbole. On paye, ça coûte cher. Le nombre de places libres disponibles vaut 3 points de victoire. Alors nous, on a compté, c'est pas forcément écrit sur la règle, mais je pense que c'est ça. Le nombre de places libres qui ont été construites, c'est-à-dire les places marron. Les grises, les cercles gris ne comptent pas là-dedans. Donc là, le nombre de places marron libres, c'est-à-dire sans assistant, rapporte 3 points de victoire. D'accord ? On continue avec, je ne sais plus ce que c'est, ça doit être l'auberge ou ça doit être la taverne. La taverne où là il y a 3 places. Et en fait, c'est le nombre de chantiers qui n'ont pas été construits qui rapporte 1 point de victoire. D'accord ? La petite case grise veut dire le nombre de chantiers qui n'ont pas été construits. Donc voilà. Le nombre de chantiers en construction. Donc là, par exemple, tous ceux qui ont encore des tuiles, toutes les tuiles en fait qui restent, valent 1 point de victoire. Pour les 3 joueurs. D'accord ? Pour les 3, ça vaut la même chose. Donc là, il faut espérer qu'il n'y ait pas beaucoup de construction. Voilà pour la taverne. Ensuite, on va faire le palais à la fin. Le grand palais. Donc ici, nous avons la forge. Quand on se place ici, alors la forge c'est une construction qui n'existe pas, il n'y a pas de tuiles pour la forge, c'est une construction qui existe dès le début de la partie. Vous vous rappelez quand on utilise un lingot d'argent, on pose le lingot d'argent ici. La forge c'est ça utilise ça. Si on se pose ici, tout lingot d'argent qui est placé dans la forge rapporte 1 point de victoire. Si on se place ici, une paire de lingots d'argent vaut 1 point de victoire. Donc là, par exemple, celui-là, il gagne qu'un point de victoire, puisqu'il y a une paire, donc 1 point, et l'autre, il n'y a pas la paire. Si on avait un deuxième, ça serait 2 points. Alors que celui qui se place ici, il gagne 3 points. Voilà. Le marché qui est ici. Donc le marché, c'est à la fin de la partie, les joueurs qui sont ici peuvent donner 2 pièces d'argent contre 1 point de victoire. Donc si par exemple quelqu'un a 11 pièces d'argent, il gagne 5 points de victoire, puisque 5 fois 2 égale 10, et on arrondit à l'inférieur. Enfin, 11 divisé par 2, ça fait 5,5, et on arrondit à l'inférieur, donc 5. Voilà. Donc ça, celui qui se met là, bien sûr, il récupère de l'argent, et il essaye de garder son argent en fin de partie. Nous avons un petit détail ici, c'est le puits. Le puits qui ne sert à rien à part gagner des points de victoire. Regardez, c'est 12 ressources pour gagner 10 points. Ce qui est assez énorme, c'est un ratio en fait assez important. Toutes les constructions n'ont pas le même ratio. Donc celle-là, c'est celui qui a le ratio le plus important. Donc le puits, ça sert à ça, c'est une construction qui sert à gagner les points de victoire. Donc construire le puits avec le maçon, c'est un peu ridicule. Même si c'est possible. Et enfin le palais, le grand palais, qui est plutôt la construction la plus importante du jeu.
il faut se placer ici et ensuite on peut se défausser en fin de partie de 5 ressources qu'on a réussi à glaner pendant la partie. Et ces 5 ressources donnent des points de victoire en fonction de leur valeur. Par exemple, si on vend un bois et un bois qui vaut 2 points et une pierre qui vaut 5 points, bah, ça fait 7 points de victoire à la fin de la partie. Donc voilà. Donc là, on peut aller jusqu'à 5 ressources et vendre 5 ressources. Il y a 2 places au palais. Donc bien sûr, avant, il faut qu'il soit construit, hein, il coûte cher. Voilà, donc on calcule le nombre de points de victoire, on les marque au fur et à mesure sur la piste de score. Donc la piste de score est utilisée surtout 3 fois. Quand on construit un bâtiment avec le maçon ou avec un ouvrier, on gagne des points. Quand on utilise l'architecte et que d'autres personnes ont construit, on gagne des points. Et enfin, à la fin de la partie, grâce à nos assistants qui sont placés sur le château. Et voilà. Et la partie se termine en cas d'égalité. C'est celui qui a le plus d'or, il me semble, qui gagne la partie. Il faut que je vérifie, mais je pense que c'est ça. Donc voilà. Voilà pour À l'ombre des murailles, un jeu qui n'a pas vraiment le bon titre. Ils auraient pu donner quand même un titre d'une ville médiévale avec un château médiéval. Un titre un peu surfait. Mais bon, À l'ombre des murailles, je vois pas pourquoi on est à l'ombre des murailles alors qu'on est à l'intérieur des murailles, quoi. Donc c'est la construction d'une ville médiévale, ça aurait pu être autre chose. Genre Carcassonne, quoi, mais c'est pas Carcassonne. Voilà pour ce jeu, qui est rapide, hein.